Et c'est parti pour cette séance, enfin cette session de juin pour le lab. Comme je vous le disais à l'instant, on part sur 3/4 d'heure d'analyse de la pratique. Donc, l'une d'entre vous me présentera une séance qu'elle a tenue pour relever les difficultés qu'elle a pu rencontrer sur cette séance, ou au contraire quelque chose dont elle est fière qu'elle a mis en place dans sa séance, ou quelque chose qui l'a surprise, quelque chose qu'elle a trouvé fun. Vous nous expliquez la séance en entier en nous la débriefant. Derrière, vous nous posez la question qui s'impose, vous nous affirmez la chose que vous voulez montrer dans cette séance, et derrière, chacun d'entre nous donnera son avis, ou la construction qu'il en aurait fait lui, ou la manière dont il s'y serait pris, de façon à ce que on puisse s'enrichir de l'expérience de chacun sur ce point-là. Pas de jugement, bien sûr, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est mauvais, on est juste là pour apporter des réflexions et pour voir comment on peut se nourrir de ces réflexions-là. Je mettrai un point final à cette analyse de la pratique en donnant une reformulation de tout ce qui aura été dit et en y ajoutant des apports de connaissances si je juge que c'est nécessaire et si ça peut vous apporter quelque chose en plus. À la fin de ça, on passera sur la deuxième partie, on repartira pour 45 minutes ensemble où on discutera d'une thématique fun. On parlera de tout ce qui est avantage dans le fait d'apporter du fun en séance. On est en vacances, donc on va faire un truc un peu léger, ce sera cool. Voilà, quelle place on veut laisser au fun dans nos séances, quel est l'intérêt d'apporter du fun à la thérapie, quels peuvent être les freins d'utiliser du fun dans la thérapie, et enfin, quelles sont les limites éthiques, morales, personnelles que vous vous imposez ou que l'on devrait s'imposer en thérapie et hors thérapie pour vous. Voilà, ça vous va? Et génial. Eh bien, écoutez, on lance le programme. Bonjour Marcella. Bonjour. Ça va bien? Ça va chaudement. Bon, ça va alors. Nous, c'est pareil, il fait très chaud à Lyon. Donc, du coup, qui a une séance à nous proposer ce mois-ci? Ne soyez pas gênés. Personne? Solange, pas de séance? Ah, moi, je savais que ça allait tomber sur moi. Alors, je préfère laisser la place à Assia, Elisabeth ou Marcella. Pourquoi? Parce que ma pratique, elle est vraiment très éclectique, très trop éclectique par rapport à votre formation. J'ai vraiment une formation d'hypnose spirituelle avec une pratique de médecine traditionnelle chinoise. Ça, pour vous, ça part un peu trop dans tous les sens. Alors, je me sens pas légitime. Au contraire, justement, ça peut être un super apport, parce que ce qu'on défend, c'est justement le fait d'ouvrir au maximum aux pratiques et d'essayer de comprendre ce qui peut faire en sorte que tu classifies ta pratique comme spirituelle ou autre chose, et comment on peut arriver justement à épurer les pratiques pour que tu puisses en tirer quelque chose qui corresponde à tes croyances et à ta pratique telle que tu la vois. Donc c'est d'autant plus important et d'autant plus intéressant si en plus tu as cette façon de faire. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Bon, je suis piégée 2 fois alors. C'est ça. Je suis repiégée. Bon, on peut partir là-dessus, mais si on sent que voilà que ça vous intéresse pas ou que ça plafonne ou quoi que ce soit, ou bien que Elisabeth, Assia ou Marcella a autre chose, peut-être on fait pas toute la séance aussi. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Bon, Alors, je rappelle juste les règles rapidement pour un compte rendu de séance. L'objectif, c'est de raconter de manière assez courte mais très structurée la séance, c'est-à-dire comment tu l'as menée, qu'est-ce que tu as mis en place. Dans les choses qu'on ne pourrait pas comprendre de ta pratique, expliquer succinctement les points techniques qui t'appartiennent et qui sont propres à ta sémantique, de façon à ce que ce soit compréhensible pour tout le monde. Et derrière, poser la question de la problématique que tu as rencontrée ou de la chose dont tu es fier, par exemple le résultat que tu as pu obtenir et de comment tu penses l'avoir obtenu pour toi. Et derrière, comme ça pourra donner des axes de réflexion pour chacun. Ça te va? oui, ça me va. Je vais Allez. essayer d'être précise alors. C'est parti. Alors, j'ai fait une séance, elle n'est pas forcément toute récente, mais c'est celle-là qui me vient à l'esprit, parce qu'elle comporte plein c'est un peu comme une mosaïque. Alors, je travaille avec les synchronicités. Les synchronicités, c'est surtout Jung qui a mis ça en exergue. Donc, c'est pour comprendre juste que Romuald Le Terrier a créé un jeu de cartes qui est un support pour faciliter ces synchronicités.
Et donc, je les intègre aussi beaucoup dans ma pratique depuis 1 an. Donc, il y a un jeu de cartes où on tire un symbole animal et un symbole symbole. Voilà, une carte animale et une carte symbole, et qui vont donner des synchronicités qu'on va voir apparaître dans nos vies. Hein. Donc, ce jeu de cartes, je l'ai intégré dans mes séances et en général, avant la séance d'hypnose, je fais tirer à la personne une synchronicité. Donc, elle tire 2 cartes et puis souvent, c'est dans la séance. Donc, c'est pour ça que c'est une séance qui est assez récente, mais pas une des dernières. Et donc, cette jeune femme arrive et elle me dit, je viens de Versailles. Donc, c'est sûr, l'hypnose, ça va partir sur le château de Versailles, Louis XIV. Enfin, bon, je suis imprégnée de tout ça. Bon, elle arrive avec ses croyances. Je lui fais tirer des cartes et elle tire des anneaux, comme des anneaux de mariage. Et en fait, l'autre carte, je ne sais plus laquelle elle était. Après, on oublie les cartes, hein, c'est le principe des synchronicités. Et donc, je fais une hypnose spirituelle et donc la plus zen possible parce que j'ai une pratique qui vient des arts martiaux avec une pratique de méditation zen. Donc, ma séance d'hypnose, en général, c'est d'abord vraiment aligner la personne au niveau énergétique parce que je suis énergéticienne. Et puis ensuite, je ne fais rien qu'un scan corporel pour qu'elle se relâche et qu'elle parte simplement en relaxation. Et je ne m'occupe ni de profondeur de transe, ni quoi que ce soit. Je la laisse simplement respirer, regarder si elle se sent alignée. Moi, j'observe que son corps est bien droit sur ma table, donc ce sont des séances d'hypnose où la personne est allongée. Et donc, je suis à la tête de la personne. Donc, avant ça, je l'équilibre énergétiquement. Je travaille avec le contact corporel un petit peu s'il y a besoin et avec un peu de passe magnétique. Et puis, je m'installe au-dessus de sa tête en général. Et donc, après, je l'espère simplement qu'elle se met à observer, en rentrer en intériorité, à observer son corps, à regarder si tout est OK pour elle, qu'il n'y a pas d'endroit souffrant et qu'elle est bien. Et puis ensuite, je fais simplement une dissociation. Alors là, ça peut être très divers. J'ai aucune technique parce que j'ai pas fait d'école de formation. J'ai été formée par un prêtre druide à l'hypnose spirituelle. Et donc, j'utilise simplement le fait qu'elle va se sentir de plus en plus légère, soit par une image qu'elle va choisir, une sensation. Et surtout avec un élément un peu chamanique, c'est-à-dire j'ai des images qui peuvent susciter soit un univers aquatique ou un univers aérien. En général, ça se traduit là, soit par l'approche aérienne ou aquatique. Voilà. Et donc, en fait, dans cette séance, elle a commencé à voir plein de choses qui étaient de sa sphère, je dirais, émotionnelle. Et puis, ce qui était très net, c'est qu'après, elle a commencé à descendre profondément, comme si elle allait dans un univers aquatique et à jouer avec des dauphins. Il y avait beaucoup de joie. Alors, les dauphins, vraiment, étaient joueurs et joyeux. C'est ça qui ressortait de sa séance d'hypnose. Et ensuite, justement, alors, pardon, ça a commencé dans une église et qu'elle ne connaissait pas, sa visualisation. Et elle voyait des gens, mais elle ne se voyait pas. Et ensuite, elle a vu un prêtre officier, puis elle est descendue dans la crypte. Donc, moi, je pensais qu'avec les anneaux, ça allait partir sur un mariage. Hein. Donc, elle défilait. Bon, c'est quelqu'un qui est assez spirituel, donc elle défilait ses impressions et ce qu'elle voyait. Et je n'avais pas à intervenir. Donc, en général, on reste assez silencieux. On induit le moins possible. Et elle descend dans la crypte. Et donc, il y a ce fameux prêtre. Il y a une sorte de cérémonie entre deux et puis remonte. Et puis, je ne sais plus par quel cheminement, elle s'est retrouvée avec les dauphins, etc. Et donc, avec ces dauphins, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'elle a vu comme un anneau de lumière, un cercle de lumière descendre autour d'elle.
Donc, et puis, ça montait, ça descendait comme vous savez, les hula hoop, là. Mais c'était de lumière. Puis ça descendait et ça montait. Et puis ensuite, elle en a vu un autre qui tournait dans le sens à la verticale, comme ça autour d'elle. Donc, elle avait un anneau comme ça, vertical, et puis un autre qui tournait dans un sens giratoire comme ça. Et en fait, elle a fini cette séance-là. C'était très impressionnant pour elle. Et puis, c'est quelqu'un qui, justement, avait des sensations quand elle était enfant et qu'elle a fermé tout ce monde de l'imaginal, qu'elle a bloqué parce qu'elle a eu peur. Et donc là, elle a retrouvé, on va dire, des sensations qu'elle connaissait enfant. Et puis, elle se réveille de sa séance et voilà, on reprend les anneaux. Donc, en fait, elle était allée dans le monde des dauphins. Donc, elle était la première surprise. Et puis, elle revoit sa carte des anneaux. Et là, elle est scotchée parce qu'elle me dit, c'est les anneaux que j'ai vus. Exactement, les anneaux sont entrecroisés tels qu'elle les a vus, des énergies de lumière comme ça qui circulaient autour d'elle et en elle. Voilà. Et donc, depuis cette séance d'hypnose, eh bien, les choses énergétiques et du monde subtil qu'elle avait bloqué depuis qu'elle était enfant se remettent en mouvement. Donc, il lui arrive plein de choses, des corporations, out of body experience. Elle en a vécu une, donc consciente, c'est-à-dire pas nocturne, en pleine journée, enfin, en fin de journée. Hein. Et il faut dire que cette femme-là, elle est prof de pilates. Alors, elle est à fond dans le physique. Hein. Elle fait du pilates et du krav maga, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est quelqu'un qui est bien, bien dans l'énergie du physique. Et donc, c'était après sa journée de travail. Et donc, là, depuis, on voit que cette séance d'hypnose, elle lui a rouvert l'accès au subtil qu'elle avait perdu enfant. Voilà pour le résumé. J'espère que j'ai été compréhensible par rapport aux méthodes que j'emploie et que c'est un peu synthétique. Appuie ton micro, Jérémy. Je disais oui, c'est très bien, belle présentation. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'est-ce que tu as apporté cette séance pour toi, à toi dans ta pratique, ou quels sont les problèmes que tu as rencontrés? Alors, dans cette séance-là, je crois que je n'ai pas rencontré de problème. Ah si, j'ai rencontré un problème à un moment, c'est justement, comme il y avait les anneaux, ça a été quand même assez difficile de ne pas me laisser prendre par ce qu'elle voyait et de rien induire. Donc, à un moment, j'ai commencé justement à induire un peu quelque chose parce que ça se présentait comme une scène de mariage. Et il faut savoir que je suis prêtresse. Donc, j'ai cru que ça partait sur une scène de mariage. Et en fait, j'ai commencé à me tromper. Et puis là, je me suis tue. Donc, en fait, après ça, ça a été vraiment d'observer que on se fait piéger comme des bleus, quoi. J'ai beau le savoir, je suis retombée dedans. Et puis après, il m'a fallu vraiment un effort pour dire, là, tu es en train d'induire. Donc, c'est vraiment très, très difficile de trouver une posture neutre. Et à un moment, quand ça vient nous toucher sur quelque chose de très perso, on n'a plus de distance. Hein. C'est comme quand on est en famille, on a beau savoir les choses professionnellement, en famille, on n'a plus de distance. Là, c'était un peu pareil. Comme ça venait me chercher sur ma autre pratique et ma pratique de prêtresse, j'avais plus de distance. Donc là, voilà. J'étais trop impliquée émotionnellement. Ok. Et donc, le truc que j'ai rencontré, c'est mes limites à moi, c'est mes limites émotionnelles, hein, c'est mes attentes. Et là, j'ai été renvoyée à mes attentes. Et donc, mes attentes ont commencé à influencer. Et après, j'ai été obligée de couper avec mes attentes. Et ça, j'ai fait de l'aïkido, donc apprendre à couper, c'est pas. Mais c'est juste de voir que ça commençait à partir en scénario chez moi, parce que plus de distance, quoi. Et pourtant, j'ai une pratique de méditation, etc. Enfin bon, voilà. Et c'était pas suffisamment puissant pour arriver à ne pas être prise dans quelque chose d'émotionnel qui m'embarquait. Ok, très bien. Donc, si je récapitule cette séance que tu as menée, tu commences ta séance par l'accueil de la personne.
en soi, et un tirage de cartes type modèle Le Terrier, une carte de synchronicité, qui permet de tirer une carte animale plus une carte symbole, juste avant ta séance d'hypnose spirituelle, c'est ça? Oui. Ok, pour ton hypnose spirituelle, tu l'emmènes avec d'abord un alignement énergétique, puis derrière relaxation et respiration, exercice de respiration, qui permet de pouvoir emmener l'état de relaxation complète, voire l'état de transe ensuite. Mais toi, tu ne suggères rien et tu n'induis rien. C'est-à-dire juste tu fais respirer la personne et tu la laisses glisser. Ça va? C'est ça. Exact. Ok, après tu te positionnes au niveau de la tête et tu suggères qu'elle va être de plus en plus légère en y ajoutant des éléments chamaniques qui viennent de toi, par contre. C'est-à-dire soit tu les diriges vers le haut, soit vers le bas, ou vers des éléments aériens ou aquatiques, c'est ça? Je la laisse choisir un élément dans lequel elle se sent le mieux possible pour pouvoir partir en dissociation. D'accord, et cet élément, tu fais choisir entre les deux, aérien aquatique, ou tu laisses large? Euh, la plupart du temps, j'essaye Alors, je commence souvent. Là, par exemple, pour elle, je lui ai proposé ces deux éléments-là. Mais certaines fois, je dis juste, je fais constater à la personne que son corps s'enfonce de quelques centimètres peut s'enfoncer quelques centimètres dans le matelas de la table, et puis qu'elle sent une légèreté. Voilà. Pour elle, j'ai vraiment induit parce que c'était le début et maintenant, je vois que les gens partent très, très bien. Donc, je me rends compte que je vais après susciter juste un élément, enfin, proposer des éléments s'ils n'ont pas leur propre approche. Mais maintenant, de plus en plus, je me rends compte qu'en fait, ils savent le faire, sauf vraiment les gens qui ont des peurs à lâcher. Oh, ça marche. Au niveau de ta transe, pour ce cas-là en particulier, elle arrive dans une visualisation d'une église qui lui est inconnue. Est-ce qu'elle y est dans l'église ou est-ce qu'elle se visualise dans l'église? Ce que je veux dire, c'est que émotionnellement, est-ce que tu as l'impression qu'elle est dans l'église, c'est-à-dire qu'elle est capable de te décrire chaque détail quand tu la stimules et qu'elle parle au présent et à la première personne, ou est-ce que tu as tous les signes qu'elle se visualise dans l'église, qu'elle te dit, par exemple, je pense qu'il y a ça à gauche, je pense qu'il y a ça à droite, ou on dit qu'il y a. Ah non, non, elle est dedans, elle est dedans, et puis j'ai rien à faire, hein, ça part tout seul. C'est-à-dire, D'accord. elle a une facilité de description très précise de ce prêtre, de comment elle est habillée, etc. Et en même temps, elle se pose des questions. Ça, c'est important. Parce qu'elle dit, je ne comprends pas ce que je fais là, je ne comprends pas. Il y a pourtant pas de. Ça ne peut pas être un mariage, il n'y a personne. Enfin, moi, je la laisse dérouler. Hein. Et là, on voit très bien qu'elle vit ça pleinement, qu'elle est dans l'église et puis qu'elle se demande ce qu'elle fout là, ce que fout le prêtre ici. Tiens, bon, on est en train de descendre dans la crypte, je comprends pas, qu'est-ce qu'on va y faire? Enfin, c'est surtout d'ailleurs son hypnose, au début, elle se questionne, enfin, elle relate et en même temps, c'est pas qu'elle cherche à comprendre dans le mental. Hein. Elle dit simplement, bon, suis le truc, quoi. D'accord. Moi, j'ai rien à faire. Donc, toi, tu n'as pas posé de question, tu ne lui demandes pas où elle est, tu fais absolument rien, c'est elle qui parle, tout court. Ouais. Donc, elle a quand même conscience d'être là parce qu'elle a besoin de te le raconter. Donc, elle ne fait pas que le vivre. Ouais. Ok. Donc, Oui, oui, elle parle. on est quand même sur une part dissociée à l'expérience. C'est-à-dire qu'elle se voit bien dans l'environnement, mais elle a quand même conscience d'être bien là sur la table avec toi et d'échanger avec toi parce qu'elle a ce besoin de te le raconter quand il arrive. Ouais, il y a des moments quand même, une fois ou deux, où je lui demande du feedback parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de son, plus d'image. Quoi. D'accord. Donc, c'est qu'il y a bien des allers-retours ou des associations de temps en temps. Ok, ça marche. Mhm. J'essaie de rester le plus clean possible. Hein. Pour bien poser les choses, tu me dis si des fois je pose de ma pratique ou de mon analyse sur ta pratique, d'accord? Je ne veux pas l'entacher. Ça marche. Tu me dis ensuite que dans tout le long découlant de la séance, donc elle se retrouve dans une crypte, puis après, elle se voit à une cérémonie avec le prêtre, mais qu'elle n'arrive pas à définir. Puis ensuite, elle se voit dans l'eau avec des dauphins. Et puis ensuite apparaît donc les fameux deux anneaux, un qui tourne de manière longitudinale, enfin, qui est dans un axe longitudinal par rapport à son corps, l'autre dans un axe sagittal. Qui tournent les deux. Donc il y a une notion de rotation avec les deux anneaux qui tournent autour d'elle. Et puis ensuite, réveil. C'est ça? Mm. Au moment du réveil, il y a la patiente qui s'étonne de revoir la carte qu'elle avait tirée au début de séance et de reconnaître les anneaux qu'elle a vus pendant sa transe. Mm.
Mais on est bien d'accord que les cartes, elle les avait tirées avant séance, donc elle les avait vues aussi avant séance. Oui. Très bien. Et puis voilà. Ça s'arrête là, c'est ça? Oui, ça s'arrête là. Pour cette séance-là. Hein. Très bien. Les autres, qu'est-ce qui vous interpelle dans la construction de cette séance? Outre les croyances et les positionnements, que ce soit spirituel ou autre chose, qu'est-ce qui vous interpelle dans cette séance? Qu'est-ce qui éveille votre curiosité? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette séance? Quelles sont les premières questions qui vous viennent? Euh, si je peux me lancer, Vas-y, Essia. je pense que les personnes qui viennent te voir, Solange, ils viennent te voir justement parce que tu pratiques l'hypnose spirituelle ils sont déjà, enfin, en termes d'influence, euh, les gens, ils viennent te voir pour cette spécificité-là, et c'est-à-dire que c'est aligné avec leurs propres croyances. Après, effectivement, il y a toujours le risque enfin, toujours le risque, les croyances des uns ne sont jamais exactement les croyances des autres. C'est-à-dire que ma perception à moi de l'hypnose spirituelle n'est certainement pas la même perception que Jérémy, n'est pas la même que celle d'Elisabeth ou de Marcella ou même de toi, Solange. Donc, même si tous les 5, on va dire, à un moment donné, on est intéressé par l'hypnose spirituelle, on va avoir des demandes euh, ou des attentes complètement différentes. Du coup, ce que j'ai apprécié, c'est le fait que tu as ce souci de pas mettre de rester clean. Ça, je l'ai noté. Et je pense que c'est important, y compris dans l'hypnose spirituelle, le fait de rester clean et de respecter, enfin, de permettre à l'autre de faire sa transe finalement, parce que j'étais vraiment surprise par rapport à ça. C'est que tu n'induis, enfin, peut-être je me trompe, mais à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses de toi que tu risquais de mettre dans la séance et tu as retenu. Et ne serait-ce que cette conscience-là, pour moi, c'est quelque chose vraiment à noter. Donc voilà. Très bien, super. Bon, Merci. Merci. C'est super difficile hein, parce que je vous livre justement que après des années de méditation, on peut se rendre compte. Et du coup, dans ma pratique de prêtresse, j'ai aussi normalement la voie du détachement ou du non-attachement, pour être plus précis. Essayer de ne s'attacher à rien. Et je ne suis pas experte. La preuve, c'est on a des pièges. Et les pièges, c'est notre propre conscience, quoi. Donc, finalement, au fur et à mesure de notre pratique, on va avoir, on va essayer d'avoir ça en tête, mais comme notre plus grand ennemi, je crois que c'est nous-mêmes, et notre psyché, et ben, on voit que là, la voie du non-attachement, c'est difficile parce que, donc, on a beau l'avoir en tête, on va se faire piéger par nos propres fantasmes ou attentes, etc. Et c'est très difficile. Donc, c'est pour ça que cette hypnose chez les prêtres druides, en général, on reste silencieux, très silencieux. Vraiment, presque même, ils ont raté des séances parce qu'ils font rien. C'est pour vous dire. Eux, moi, j'étais très surprise parce que ils font rien. Si la personne elle est bloquée, ils font rien. Donc des fois ils peuvent rester 1 heure, il n'y a rien qui se passe, ils n'agissent sans rien. Ah bon, j'ai un peu modifié leur pratique. Je trouve que dans les écoles ou quand je vous ai écouté vous, les différents hypnos avec les différentes subtilités et puis manières d'agir, je trouvais quand même qu'on pouvait essayer parce qu'il y a quand même une frustration une fois qu'on chez eux ou chez le consultant qui se soit rien passé. très bien. Elisabeth, Merci. est-ce que tu as quelque chose à dire sur la présentation de séance de Solange? Elisabeth? Oui, pardon, je suis dans le bruit. En fait, moi, je trouve ça très intéressant.
On avait parlé de neutralité. Ben, en fait, elle est là. Elle est là et en fait, je sais pas trop quoi dire en fait parce que je découvre en même temps ce que c'est la pratique là de je sais plus comment, excuse-moi, je n'ai pas retenu ton prénom. Solange, c'est pas grave. Solange. Et en fait, j'aime beaucoup. Seulement, et comme il n'y a pas de cadre vraiment, il y a un risque de, peut-être de se laisser embarquer si on n'est pas assez ancré comme tu le dis, dans ce qu'on est, parce que on peut avoir envie de participer au voyage et puis d'induire. Voilà, c'est la première fois que je participe à ce genre comment dire, de séance, Jérémy, donc je sais pas trop, donc j'en ai vu quelques-unes, mais je m'aventurerai pas plus loin. C'est très bien. Tu as relevé déjà des choses qui étaient très importantes que je reprendrai à la fin. C'est parfait. Merci. Marcella, est-ce que tu as des choses à dire sur cette séance qui nous a été présentée par Solange? La première chose, c'est que c'est extraordinaire qu'un groupe comme ça existe, qui permet d'aller voir dans les 360 degrés de ce qui peut se faire. Merci. C'est extrêmement étonnant tout ce qui peut exister, et c'est la richesse de sortir de son école et de prendre l'air. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est une question de vocabulaire très limitée. Solange dit je voulais pas induire. Je pense que nous, dans mon école, on dirait je voulais pas projeter. Je pense qu'elle parle de projection et pas d'induction. Voilà. Mais j'ai tiqué un peu, puis je me suis dit elle veut dire ça, très probablement. Voilà. Oui, j'ai pas le vocabulaire d'une école. Hein. Je parle de vocabulaire, pas vraiment d'une école, de plusieurs systèmes de pensée psychologique, on va dire, probablement en commençant par Freud. Hein. La projection, ça commence chez lui et puis ça fait son petit bout de chemin à travers plein de pensées psychologiques et c'est utile. Je pense que c'est assez communément utilisé dans le sens penser quelque chose et le proposer au sujet ou l'imposer au sujet éventuellement. Alors qu'induire, pour moi, c'est faire de l'induction. Merci de la précision pour moi. Et voilà, c'est comme ça que je le comprends. Ensuite, quand tout le monde dit justement ne pas projeter, je me suis dit que c'est drôle comment ça évolue. Je fais des ateliers de collectifs d'auto-hypnose. Et dans ces ateliers-là, je propose des petits exercices, des petites amuse-gueules, des techniques fondamentales d'hypnose, mais chaque fois, je m'attache à proposer une histoire de l'origine. Ça vient de cet auteur-là, il a pensé ceci ou cela. Ce qui prend énormément de temps pour la préparation, mais ça me plaît beaucoup, ça m'amuse beaucoup. Et donc, je me rends compte que jusqu'à Erikson compris, très probablement, on suggérait des choses sans se soucier trop de est-ce que ça vient de lui, est-ce que ça vient de moi. Même Erikson le faisait, très probable. On dit, oui, Erikson, il ne faisait pas ça. Je suis, quand on lit ces cas, voilà, il proposait ses visions de choses. Et donc, c'est juste après avec tout ce qui tourne autour de clean language, etc., qu'on se dit, faut partir de lui, ne rien lui imposer, ne rien lui proposer, juste prendre ce que lui, il ressent, pense,
etc. Et dans ce sens-là, moi, j'ai une tâche à faire pour moi, que je me suis programmée probablement pour l'été, c'est d'aller regarder un peu ce qui se fait du côté de Roustan et du côté de Gaston Rousseau, qui sont ces prôneurs de ne rien faire. Et moi, je n'ai pas du tout regardé dans ce sens-là, et c'est ma nouvelle fenêtre que je vais ouvrir. Voilà ce que j'avais à dire. Super, merci beaucoup Marcella. Alors il y a eu plein de choses intéressantes qui ont été remarquées. Je vais juste commencer par Marcella et parce qu'elle vient de soulever effectivement la notion d'influence à avoir ou à ne pas avoir sur les termes de projection que l'on pourrait avoir ou pas sur nos patients. Aujourd'hui, on arrive, le problème que je remarque moi dans l'hypnose moderne, aujourd'hui, qu'on reprenne Gaston Rousseau ou d'autres, c'est le problème d'une certaine hypocrisie de l'influence et de la projection. C'est-à-dire qu'on prône partout qu'il ne faut pas influencer, qu'il ne faut pas projeter, alors que ce sont les premiers à justement influencer en croyant qu'ils n'influencent pas. Quand par exemple, dans le protocole de Gaston Rousseau, tu commences à dire « vous ne faites rien », vous pouvez ressentir que vos yeux commencent à se fermer. Mais vous ne faites rien, simplement vous restez observateur de ces yeux qui se ferment. Concrètement, si on analyse cette chose-là, on pose par suggestion le fait que les yeux se ferment et on rend passif le sujet sur l'action qu'il aura lui-même sur le fait que les yeux vont se fermer. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que de toute façon, on vient projeter nous-mêmes une sensation de relaxation et des commandes spécifiques sur lesquelles le corps doit réagir en essayant de prôner qu'on ne fait rien. Non, si on ne fait rien, eh ben, la base de la communication pour ne rien faire, c'est ne pas communiquer. Et la meilleure façon de ne pas communiquer, c'est de ne pas être là, en fait. C'est à partir du moment où vous êtes présent, vous aurez forcément une influence sur l'autre. Ça, c'est certain. Après, c'est la notion de confiance assumée et de confiance mince, j'ai perdu, excusez-moi, je me suis mélangé dans mes mots. C'est d'influence assumée et d'influence non assumée. Oui. Ce qui fait dans ma pratique, à des moments, je vais influencer mon sujet de manière volontaire parce que j'ai besoin de l'influencer sur certaines choses, comme par exemple pour l'induction, où il va falloir que je l'emmène en transe. Il va bien falloir qu'il rentre dans un jeu avec moi pour que je puisse l'induire. Ou dans la relation, parce qu'il va bien falloir que je m'adapte à la relation et que je communique avec mon sujet pour créer une relation avec lui, pour qu'il y ait ce partenariat de confiance thérapeutique qui se mette en place. Donc tout ça, ça reste de l'influence, c'est normal, c'est de la communication. Pour autant, une fois dans le travail, il va falloir que je sois au maximum clean, mais du vrai clean, pour pouvoir permettre à mon sujet de faire face à sa problématique et de faire face aux multiples positionnements, à toute l'arborescence des positionnements qu'il pourrait avoir par rapport à son problème. Et là, il y a une deuxième phase hypocrite dans l'hypnose moderne qu'on retrouve, c'est les fameuses attentes positives, les injonctions positives, ils appellent ça, je ne sais plus comment. En gros, vous terminez votre séance en disant à tout prix à votre patient, et vous pouvez remarquer à quel point vous vous sentez mieux, à quel point vous vous sentez bien, relaxé, détendu, à quel point cet apprentissage vous a appris à grandir par rapport à votre problème. Je suis désolé, hein, ça c'est de l'influence directe. Ça veut dire que vous profitez que le type soit en transe, en suggestion post-hypnotique, pour bien lui faire comprendre que ça lui a fait du bien. Vous pouvez avoir fait tout le boulot du monde en essayant d'être le plus clean possible avant pour qu'il fasse face à son problème. Si vous terminez votre séance comme ça, en gros, vous le faites se focaliser que sur les éléments bénéfiques pour lui dans l'expérience. Ce qui veut dire que vous gommez tous les éléments qui pourraient être négatifs et qui viendraient de peser dans la balance du choix qu'il va faire de changer ou pas et de changer de telle manière. Donc en fait, ça colle pas. Quand on parle aujourd'hui d'être le plus clean possible, je pense que c'est surtout pour dénoncer cette part d'hypocrisie refoulée, parce qu'elle n'est pas forcément consciente, et de manque d'analyse de notre travail. C'est quand on veut travailler vraiment sans influencer et qu'on veut travailler de manière clean, l'objectif, c'est de savoir quand il ne faut pas influencer et de savoir quand est-ce qu'il le faut. Quand est-ce que je peux me permettre d'influencer, c'est quand ça va toucher ma technique. C'est-à-dire quand je dois faire en sorte que mon sujet reste en transe. Il reste face à sa problématique et qu'il puisse faire l'expérience de sa problématique pour faire un choix. Par contre, dans tout ce qui appartient au libre arbitre de mon sujet, c'est-à-dire la construction de sa transe, sa conception de sa transe, tout ce qu'il va pouvoir visualiser ou halluciner, tout ce qu'il va pouvoir ressentir, ça doit lui appartenir. Je peux juste influencer le fait qu'il puisse ressentir quelque chose, c'est tout, mais après je ne peux pas désigner ce que c'est. Et ensuite, tous les choix qu'il va faire lui-même par rapport à sa problématique, ça lui appartient. Je suis personne et je ne suis pas à sa place pour faire des choix pour lui, pour modifier sa vie. Ça, c'est pas possible.
Enfin, du moins, c'est éthiquement pas possible, parce que stratégiquement, ça l'est, bien sûr. Ça va être de l'influence, et on la connaît tous les jours. De la manipulation, et on la connaît tous les jours. Ça va, ça? Juste un petit point pour appuyer ce que disait Marcella. Moi, ce qui m'intéresse énormément dans ton travail, là, c'est qu'effectivement, on voit que, en dehors des influences implicites, enfin, pas implicites, des influences qui sont de fait présentes dans ta pratique, du fait que tu assumes une pratique spirituelle, donc qui est déjà engagée dans un courant, et qui, comme le disait Assia de manière très juste, attirera des gens qui sont tournés sur ces croyances-là. Tu n'auras pas quelqu'un qui sera d'extrêmement clinicien dans la pratique de la psychothérapie ou des thérapies brèves qui va venir te voir toi. Ou sinon, c'est qu'il sera ouvert en partie à tes croyances, qui ont envie de le découvrir. Mais ce n'est pas ta clientèle première. Ta clientèle première, ce sont les gens qui sont dans ton univers, qui font partie de ta communauté. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'en termes d'engagement et en termes de croyances et en termes d'attente, vous voyez que là, on se retrouve, à contrario de ce que je vous explique des fois où il faut être gris, là, on a un thérapeute qui affirme une couleur bien nette, genre bien rouge vif, et qui va attirer des gens qui correspondent à cette cartographie. Donc, qui va attirer que des rouges vifs. Ça va? Par contre, le vert du fond du tableau, il n'ira pas. Donc, c'est une position, une posture affirmée du thérapeute, de son authenticité, dans l'univers de la thérapie, qui satisfera des clients qui lui ressemblent, ou qui ont les croyances qui sont partagées. Ça marche aussi. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que même si on a cette forte influence qui attirera des gens qui sont dirigés vers ces croyances, et c'est ça qui est respectueux, on a derrière toute la préservation de l'influence que l'on pourrait avoir qui pourrait devenir sectaire, dans le sens où, Solange, tu n'utilises pas tes biais d'autorité, tes arguments d'autorité en tant que prêtresse, pour pouvoir l'imposer à des gens qui ne seraient pas complètement de ta croyance. Et mieux que ça, tu ne les utilises pas non plus comme élément d'autorité pour engager le changement chez les sujets qui viennent te voir, quand bien même ce serait leur croyance. C'est-à-dire que tu ne vois pas ton positionnement comme un argument d'autorité, mais comme un argument de responsabilité. Ça, c'est intéressant parce que c'est un positionnement éthique d'un soignant. C'est pas moi qui fais, je ne suis pas là pour faire, je n'ai pas de pouvoir, j'ai des responsabilités. Ça, c'était super intéressant dans la construction de ta séance. Ensuite, j'ai une question technique pour vous. Les anneaux. Pourquoi le sujet est surpris par les anneaux à la fin? Parce qu'il avait… Pardon, je peux répondre ou c'est… Oui, bien sûr, vas-y. Elle était partie sur l'idée du mariage. Quand elle a vu les anneaux, c'était des anneaux de mariage, c'était des alliances. Et oui, mais elle se les retrouve autour de nos fins. En soi, élément important à relever ou pas? Non, absolument pas. Hein. Vous, ça vous donne aucune info. Hein. La carte, elle l'a vue avant, elle l'a vue après, donc elle s'étonne après d'avoir vu les anneaux autour des dauphins et de se rappeler qu'en fait, c'était les anneaux de la carte, mais sans avoir le souvenir qu'elle avait vu la carte avant. C'est son expérience subjective, en fait. Vous, ça vous apporte aucune information sur l'avancée du sujet, sur un quelconque objectif ou quoi que ce soit. C'est juste que ça fait partie des éléments d'influence que vous avez donnés au sujet. Il a tiré les cartes avant. Il y a un symbole qui l'a marqué, c'est les alliances. Cognitivement, il peut partir sur quelque chose. Émotionnellement entrant, il vit autre chose. Et il revient, il s'étonne d'avoir vu des anneaux autour du dauphin pour les retrouver sur la carte qu'il avait déjà vue avant. Trop d'informations qui se recoupent, ça fait qu'en fait, il n'y a rien à en tirer en soi. Ça va? Donc, ce n'est pas une information importante et ce n'est pas une information qu'il faut relever en tant que praticien parce que justement là, vous feriez une projection qui serait malvenue. Et tu n'es pas tombé dans le piège, tu ne l'as pas fait. Tu l'as juste laissé se surprendre elle-même de ce qu'elle a pu vivre et de garder intacte cette surprise. Ça, c'est intéressant parce que ça lui permet de garder toutes les portes ouvertes sur l'interprétation qu'elle a envie de faire elle-même de ces anneaux-là, finalement. Et oui, parce que justement, moi, quand elle s'est relevée, et ça m'a appris aussi beaucoup, c'est que c'est elle qui s'en est étonnée. Et c'est elle qui a fait l'association. Moi, je n'ai pas fait l'association. Elle dit, mais c'est les anneaux. Et en fait, j'ai été contente aussi que ça se passe comme ça, parce que j'ai pu remarquer que j'aurais pu, moi, faire l'association et lui dire. Et qu'en définitive, on a eu beaucoup de chance toutes les deux.
Et moi aussi, c'est que du coup, elle l'a vu. Et c'est pas moi qui ai fait l'association des anneaux. Ouais. Donc, ah oui, bon. Cette notion d'anneau, là, ça me fait penser aux faits glissade et aux faits précipice, écrit par André Breton dans Nadja. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Nadja, André Breton, qui est l'une des œuvres surréalistes par excellence, donc début du XXe siècle, dans les œuvres littéraires. André Breton qui décrit avec grande souplesse tout le monde du surréalisme et notamment toutes les influences spontanées que peut nous donner notre environnement en permanence sur le comportement à venir. En gros, par exemple, vous avez un moment où André Breton se balade simplement dans Paris et il décrit toutes les scènes où il se balade dans Paris et où il est attiré par un panneau qui n'était pas allumé juste avant, une enseigne lumineuse apparemment, qui n'était pas allumée et qui d'un coup s'allume et qui lui indique une direction. Parce que sur le panneau, il y a une flèche. Puis il dirige vers cette flèche. On appelle un fait glissade. C'est-à-dire que c'est un fait qui interpelle votre conscience et qui va faire en sorte de vous emmener quelque part, un petit peu comme si vous aviez une intuition. Et de ce symbole, il en arrive à un autre symbole et à un autre symbole, un peu comme un parcours initiatique, où il en vient à rencontrer Nadja. Nadja, personnage principal donc, de cette œuvre, et où en fait, Nadja lui fait découvrir ce qu'on appelle les faits précipices, c'est-à-dire que comment, d'un élément qui nous alerte dans notre environnement, peut nous emmener à un autre élément, puis à un autre élément, qui nous emmène en fait à vivre des choses qui peut presque nous paraître extrasensorielles, mais qui en fait ne sont liées qu'à un ensemble d'influences que l'on a connues avant, quelquefois en s'en rendant compte et quelquefois sans s'en rendre compte. Donc il y a toute une réflexion sur la construction de la psyché, sur la construction de la pensée qui vient ici et qui est hyper intéressante dans cette œuvre, et que l'on retrouve un peu dans cette séance que tu as menée, où en fait, aucun des éléments n'est guidé par toi, mais où tous ont un lien direct avec la possible interprétation de la symbolique des anneaux pour ton sujet. Et ça peut vraiment être clair dans les probabilités. Je veux dire, si elle part sur le simple fait que les anneaux peuvent être peuvent être attachés à un mariage, l'une des premières images qui viendrait lors d'un mariage pour à peu près la majorité des gens en termes de probabilité, c'est une église. Une église. L'église en soi peut être attachée à la fois au mariage, mais elle peut être attachée à plein d'autres choses. Un deuil, un enterrement, plein de choses. D'accord? Une messe. Ce qui peut expliquer aussi le voyage dans la crypte, ce qui peut expliquer plein de choses. Donc on voit en fait que d'un élément, un fait glissade, on peut en arriver à un fait précipice qui peut provoquer une transe de travail et ce qu'on appelle une transe initiatique, parce qu'en fait, c'est pas toi qui l'as provoqué, c'est elle qui l'a vu toute seule par rapport à un élément qui l'a influencé, et peut l'emmener à vivre toute une expérience spécifique où elle va en tirer elle-même une conclusion, quels que soient les éléments qui en est chacune des cascades de tous les événements qui se sont passés dans sa transe et qui, pour nous, n'auront pas d'explication. Parce que même ce que je vous explique là, c'est juste pour vous montrer le lien. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ce lien-là auquel elle a pensé. C'était ces liens à elle. Mais qui permet en fait toute cette cascade d'éléments, qui lui permet enfin, à la fin, de pouvoir en tirer une conclusion sur elle-même sans qu'on en sache vraiment ce qui s'est passé. Ça va? C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les transes sèches en Russie. Le principe même d'une transe sèche, c'est de s'arrêter au strict minimum de ce qu'est une influence. C'est-à-dire, en gros, c'est « Bonjour monsieur, fixez un point dans votre main, et votre main va se rapprocher de votre visage, et vous restez dans cette expérience le temps nécessaire. Point. Et vous laissez le type 1 heure, 2 heures, 3 heures dans sa transe si c'est nécessaire, mais vous ne faites pas plus qu'influencer sur ce qui est essentiel à la transe, c'est-à-dire l'induction. Point. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas derrière et vous allez travailler sur votre problème. Non. C'est juste et vous êtes là et vous faites ce qu'il y a à faire et vous revenez quand c'est fini. Point barre. Ça va? Alors, ça se rapproche un petit peu de ça, mais dans une ambiance, dans un contexte qui correspond à tes croyances et donc aux croyances de tes sujets, qui est en fait le contexte de la spiritualité et de l'hypnose spirituelle. Ça va? Moi, il y a un truc quand même qui m'interpelle dans cette construction de séance, c'est quoi? Plus stratégiquement parlant, plus professionnellement parlant. Et oui, merci Marcella. L'objectif. Quel était l'objectif de ton patient? Pourquoi il est venu? Alors, elle est venue pour aller mieux énergétiquement. Et alors, justement, elle disait, parce que bon,
En plus, on est amis, mais on ne se voit pas souvent. Elle est très spirituelle, mais elle a bloqué les choses enfants. Mais ça, elle me l'a dit d'ailleurs au début de la séance, en fait, ou même de la séance précédente. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un que je vois en suivi. Et alors, justement, elle me disait, ben, parce que moi, mon parcours, si vous voulez, il s'est fait auprès d'un maître japonais et des enseignements. Mais elle n'a pas suivi ça. Donc, elle me dit, ben, alors, d'abord, elle fantasme un petit peu mon parcours, c'est-à-dire elle est coincée en tant que prof de pilates, et puis elle aimerait bien faire ce que je fais. Et puis alors, elle me dit, ah, mais c'est toi, tu as ouvert ton potentiel et tout ça, et elle se sentait bloquée. Et surtout, je lui dis, elle s'appelle Laurence, je lui dis, mais Laurence, toi, enfant, parce que je savais de séances précédentes qu'elle avait des perceptions du monde invisible. J'ai dit, mais tu as plus de perceptions que moi. Moi, c'est un peu la force de mon travail, même si j'ai un peu mon canal médiumnique. Je lui dis, mais ça c'était dans une séance précédente, je lui dis, c'est simplement ton potentiel qui est bloqué. Et donc, dans la séance précédente, je lui dis, bah, on pourrait travailler en hypnose. Et c'est ce jour-là qu'elle vient faire cette hypnose. Donc, en fait, l'objectif, par contre, quand elle est venue faire l'hypnose, n'était pas réellement reformulé qu'elle souhaite retrouver ses capacités de perception du monde invisible qu'elle a fermé quand elle était enfant. Mais c'était sa demande première en thérapie. Hein. Et que tu avais fait la séance d'avant. Voilà. Et donc, en fait, ben là, elle était très, très contente. Et pour vous dire le suivi, puisque je l'ai revue depuis, elle m'a dit que bon, ben, l'univers de ses rêves s'est complètement rouvert, ce qui n'était plus. Et puis, surtout, qu'elle fait maintenant des décorporations. Alors, bon, ça peut être dangereux, sortie de corps en journée, mais ça va, elle n'a pas peur. Et c'est ce qu'elle souhaite. Donc, ça veut dire qu'elle a retrouvé, ça a débloqué. Donc, l'objectif, c'est vrai que moi, je suis pas tellement cadrante. J'ai entendu cadre et j'ai retenu que je manque de cadre. Alors ça, c'est mon. À la fois, j'étais comptable de formation dans cette vie-là et gestionnaire. Autant dans mon approche thérapeutique, j'essaie de pas mettre de cadre. J'en mets toujours un peu, mais j'ai pas été cadrante du tout dans le fait de fixer un objectif. En fait, j'en fixe rarement. Est-ce que c'est assumé? Est-ce que ça fait partie de ta pratique? C'est assumé parce que justement, il y a, dans l'hypnose que je propose spirituelle, c'est justement qu'en fait, ben, on va essayer de faire remonter de l'inconscience que l'inconscient a traité ce jour-là, de travailler dans ce qu'on appelle le pouvoir de l'instant présent, ou ici et maintenant. Et donc, ben, du coup, ça peut être aussi qu'on parte sur un objectif, puis on est totalement passé à côté parce que c'était pas ça au programme du jour. Donc du coup, oui, c'est assumé de travailler sans objectif. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est un reproche de mes patients, c'est que il y en a certains, ils voudraient que je travaille avec des objectifs et ils me rappellent leur objectif. Oui. Donc, c'est là, en fait, qu'il peut y avoir un élément freinant, c'est que travailler en hypnose sèche, en soi, ou en transe sèche, parce que je ne sais pas si on peut vraiment parler d'hypnose, que la majorité des gens la pratiquent ici, mais si on se rassemble là sur une notion de transe sèche, effectivement, est-ce qu'il y a obligation ou pas de fixer un objectif et est-ce qu'on doit forcément travailler sur un objectif? Pas forcément, notamment sur des croyances spirituelles. En soi, ça peut simplement pour la découverte de quelque chose. On appelle, je sais pas moi, l'hypnose guidée, par exemple. Ben, c'est simplement un parcours initiatique qu'on va retrouver en transe et donc une expérience de transe qu'on va vivre avant de vouloir régler un problème. Donc en fait, l'objectif de ton sujet, ce serait plus juste de vivre un transe qui puisse lui permettre de pouvoir trouver du repos pour se recharger énergétiquement, par exemple. Cela dit, ne pas poser de cadre du tout. Notre pratique aujourd'hui, dans notre univers, dans les croyances majoritaires de notre société, ben, c'est dénuer de sens la pratique même. Ben, parce que les gens, quand ils viennent nous voir, c'est bien parce qu'ils veulent avoir un résultat. Donc c'est bien qu'ils viennent avec une idée en tête, pour la majorité des gens. C'est rare que tu as quelqu'un qui vient frapper à la porte. Bonjour, je ne sais pas trop pourquoi je suis là, je suis venu comme ça, par intuition. Non, ça n'arrive pas, ça, ou très rarement, d'accord?
Ouais, c'est là où ma pratique est très différente parce que moi, c'est quasi la totalité des gens qui viennent me voir. Voilà, mais quand je dis ça n'arrive pas, c'est que ça n'arrive pas pour la majorité des praticiens dans notre environnement. Dans le tien, Ouais. oui, certainement, Ouais. complètement, mais ça appartient à ton univers. Si tu as un type Voilà. de ton univers modéré et qui veut régler son stress, par exemple, eh ben, il vient avec un objectif. Il vient avec l'objectif de régler son stress. Si tu bases pas cet objectif sur le travail et que tu lui fais juste vivre une transe hypnotique sur laquelle il va rencontrer ses animaux totems, par exemple, bah, il va ressortir, il va dire ouais, c'était cool. J'ai rencontré des animaux totems, mais pour le stress, on fait quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ce manque-là que tu peux rencontrer avec certains patients. Donc, comment on peut lutter contre ça? Ben, c'est en se permettant la souplesse, quelquefois, de pouvoir positionner ce cadre-là, qui va justement laisser la liberté au sujet de se dire bah, j'ai pas besoin de cadre, je viens juste pour une expérience, ou j'ai besoin d'un cadre, et ce cadre, il est défini comme ça. Tu vois la différence? Oui, 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 complètement. Voilà. C'est la petite subtilité de la finalité du cadre, en fait, de la définition de l'objectif. Pour toi, c'est que bah, la seule chose que tu as à faire pour savoir si tu as un cadre à poser ou pas, c'est juste de poser la question au patient. Vous venez pourquoi? Mhm. Voilà. Simplement d'identifier en fait si il est venu de manière très spontanée et spirituelle sur un coup de tête, sans qu'il y ait vraiment d'objectif, parce qu'il a senti qu'il devait être là. Et donc, tu peux suivre tout ton process habituel. Ou si au contraire, il vient pour un problème précis parce qu'il a entendu parler de toi par le bouche à oreille et que bah, tu as apporté des solutions à des problématiques similaires, et où là, par contre, il aura besoin d'être cadré sur sa problématique parce que c'est ce qui va permettre de construire la relation thérapeutique, entre autres. Et derrière, c'est ce qui va te permettre aussi, toi, de vérifier que toute la séance reste bien dans le cadre. Et uniquement ça. Est-ce que ça va, ça? Donc c'est super intéressant, on a tiré plein de choses de cette séance. On a vu qu'effectivement, on pouvait avoir des phénomènes de transe qui étaient reconnaissables, qui étaient objectivables sur une approche qui était complètement différente de celle qu'on pourrait avoir en hypnose moderne aujourd'hui. On a vu aussi quels pouvaient être les impacts d'une croyance forte de la part du thérapeute, mais qui est affirmée en amont de la séance, donc qui fait que bah, ça va attirer forcément que des patients qui rentreront dans ce cadre de croyance-là, et qui limitera du coup les problèmes d'influence par biais d'autorité qu'on pourrait avoir en tant que thérapeute sur le patient, parce qu'en fait, on n'a que des gens qui viennent avec les mêmes croyances. Cela dit, ça n'empêche pas, effectivement, comme on a une croyance affirmée, de porter la totalité des mesures de responsabilité qui nous incombent, d'autant plus qu'on a une croyance affirmée, sur nos patients qui viendraient, qui ne seraient pas complètement de nos croyances, mais qui y pencheraient, pour ne pas les faire complètement pencher, sinon bah, ça deviendrait des dérives sectaires. Et en même temps, pouvoir les utiliser juste ce qu'il faut pour pouvoir guider notre patient dans son expérience en sécurité, sans pour autant choisir pour lui les expériences qu'il vit. Ça va? Différence entre responsabilité thérapeutique et pouvoir thérapeutique. Est-ce que c'est clair ça? Chouette. Et puis on a vu aussi le principe même des notions de fait glissade et de fait précipice, c'est-à-dire de manière très psychologique, comment des éléments de notre environnement peuvent venir directement en influence de ce que l'on pourrait vivre de manière fantasmée ou imaginée, qui peut elle-même, cet élément fantasmé ou imaginé, être une influence sur les décisions de nos vies de retour dans notre environnement. Ce qu'on appelle l'intégration cognitive, c'est comment chacun des stimulus de notre environnement a un impact sur nous en permanence. Qu'on le relève consciemment ou qu'il soit refoulé à notre conscience. Ça va? Quand tu dis c'est fait un fait FAIT, hein, fait Oui, glissade, fait précipice. c'est ça. Le livre à lire, c'est Nadja d'André Breton. Nadja. D'accord. N-A-D-I-A. André Breton, André comme André et Breton comme le Breton. D'accord. Alors, pour moi, c'est un des livres incontournables de la compréhension du courant surréaliste du début du XXe siècle, qui est l'une des plus grandes ouvertures que l'on pourrait avoir sur la notion de l'essence même de l'intuition et de la construction de la pensée. C'est quand même, c'est pas un texte psychologique pur et dur tel qu'on pourrait retrouver chez les grands psychiatres ou des grands psychologues. C'est vraiment juste une œuvre artistique, mais qui est d'une justesse pour moi incroyable.
Donc, je vous conseille de le lire. Est-ce que ça va? Mhm. Et du coup, on en vient à notre sujet du jour. Le fun. Quel intérêt d'apporter du fun dans nos séances pour vous? Est-ce que là, de tous ceux qui sont présents, vous avez l'habitude d'apporter du fun dans vos séances? Et de quelle manière? Bah, déjà, en accueillant avec le sourire. Oui, effectivement, c'est Et ça. quand la personne elle arrive, moi, je parle déjà d'authenticité parce que je ne peux pas travailler autrement et que je ne vais pas forcément avoir un langage toujours soutenu parce que justement, je vais provoquer pour avoir une réaction. Je vais prendre un exemple rapide. J'ai des couples qui viennent me voir et puis la dernière fois, spontanément, je leur ai proposé de découvrir l'hypnose à deux. Et c'était la deuxième fois que je faisais ça. Et en fait, c'est pas évident. Et en fait, c'est parti. Le jeune homme, lui, est parti moins. Il était plus tendu. Évidemment, il y avait une grosse problématique. Tandis que la jeune femme qui était enceinte, elle a trouvé ça génial parce qu'elle, elle a carrément glissé dedans. Et donc voilà, le fun pour moi, c'est ce que je mets, c'est-à-dire que en fait, quand je pars dans un truc, je me dis bon, pour me sécuriser, je leur dis voilà, j'ai écrit un truc, j'ai mon induction, etc. Enfin, je parle pas d'induction, mais je dis voilà, je vais commencer comme ça, puis très vite, je laisse. Ça me sécurise et après, bah, en fait, je me connecte en fait à l'inconscient des autres, quoi, de l'autre. Et Asia? Des fois, et quand il y a, je ne sais pas, il y a des séances où je vais être inspirée parce que la connexion avec la personne, parce que c'est un ado ou une ado, parce que, enfin, il y a, je saurais pas expliquer d'une manière stratégique et complètement cognitive pourquoi il y a certaines séances où, voilà, j'aime bien le chapeau. Donc, il y a des moments où ça vient comme ça dans la séance et welcome, quoi. Je rejoins Elisabeth sur l'authenticité. C'est pas, c'est sans forcer. Je suis pas quelqu'un. Je me considère pas le clown du service, mais donc quand ça vient, quoi. Très bien. Nico, j'adore ton chapeau. Salut, bonjour à tous. Bah, j'ai raté le début de la séance, donc j'ai pas trop suivi le cas pratique. Tu pourras le voir avec. Euh, pour moi, ouais, le fun, c'est une façon d'activer différents états de moi. J'ai une partie de moi qui est très sérieuse, j'ai une partie de moi qui apporte de la chaleur humaine, et puis j'ai une partie de moi qui provoque, qui est taquine et ça permet du coup de stimuler différents canaux pour la personne en face. Ça peut permettre justement de débloquer pas mal de trucs. Il y a des choses sérieuses quand la personne dit « je veux une baguette magique », comme nous a fait hier soir Asia. Tac, ça peut permettre. Très bien. C'est bon, t'as fini? Est-ce que tu as des accessoires comme ton chapeau rose donc, dans ton cabinet ou c'est juste là pour nous? Et du coup, je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose parce que si je veux accompagner les gens et puis ainsi de suite, il faut que je dépasse ma timidité. Donc, j'ai mis ce chapeau à toutes les séances à toutes les formations d'hypnose dans lesquelles je suis allé. Et du coup, je suis devenu célèbre dans les formations à l'Arche avec mon chapeau. Et du coup, les gens venaient me voir pendant la formation. Plein de gens, on était peut-être des fois à Avignon, on était peut-être 60. Et du coup, ça me permettait d'être abordé par plein de gens qui venaient me voir en me disant, mais tiens, j'ai une question. C'est quoi le truc que tu as sur la tête là? Donc, je leur expliquer ma démarche et tout. Et certains me disaient, bah, c'est génial. En fait, je vois que tu n'es pas en train de te faire humilier. Les gens ne se disent pas que tu es un gros débile. Donc, bah, peut-être que je peux moi aussi me lâcher un peu plus ou être un peu plus authentique. Très bien. Nickel. Voilà. Solange. Oui, le fun dans mes séances, ben, c'est un peu avant et un peu après. Voilà. Je ne sais pas comment dire. C'est bon, je suis joyeuse de nature, hein. Donc, et j'essaye de maintenir ma vibration haute. Donc, il y a, il y a des moments où je suis comme tout le monde, hein, j'ai mes hauts et mes bas.
Mais ça reste à l'extérieur de mon cabinet déjà. J'ai une propension, même quand ça merde dans ma vie perso, et ça vient de ma pratique de méditation et de pratiquante, à laisser ça un maximum dehors. Donc, mais ce que je dois vous ajouter, c'est que comme dans l'aïkido que j'ai étudié, c'était avec un élève de Osensei Ueshiba, mais c'était pas l'art du combat, c'était l'art d'ouvrir et fermer, puisque j'ai une pratique de médecine traditionnelle chinoise, et donc on va utiliser le mouvement pour ouvrir et fermer, c'est-à-dire faire des spirales qui ouvrent ou qui ferment, et apprendre ce qu'on appelle les arts martiaux internes. C'est à l'intérieur, on ouvre ou on ferme. Je vous explique. Si on fait une spirale dans un sens ou une spirale dans un autre sens, hein, subjectivement, à l'intérieur de nous, on va polariser, on va ouvrir ou fermer, ce qu'on va utiliser en médecine traditionnelle chinoise. Et donc, en fait, déjà, si on est un peu plus au clair, nous, avec les zones qui sont ouvertes ou fermées, qu'on travaille un peu sur sa respiration et qu'on reste dans une posture, on essaye de rester dans une posture d'onde cérébrale basse, en entrant déjà dans mon cabinet. Mais ça, moi, j'ai la pratique du dojo, dans lequel, quand je rentre, ça y est, on s'aligne énergétiquement. Et donc, ça veut dire que j'ai une posture énergétique le plus neutre possible. Enfin, j'essaye. Donc, de toute façon, nos éléments de vie, ils nous collent quand même aux chaussures. Mais il y a quand même un super filtre, qui est la pratique du centrage et les arts martiaux pour ça, pas seulement l'aïkido, mais les arts martiaux, qu'ils soient internes ou externes, sont une super école. Ok, ça marche. Et je pense que Jérémy, j'avais vu ton live sur Trans, sur les zones de combat. Et donc ça rejoint, je pense. Alors là, on n'est plus du tout dans le fun. Ou peut-être justement, il y en a quand même un peu, même dans les moments dramatiques, parce qu'on sait que, au point de vue émotionnel, on le sait par exemple, l'humour de salle de garde chez les médecins, les soignants, ben c'est justement dans ces moments-là, et là c'est plutôt ton terrain et c'est plutôt toi que je vais écouter. Parce que là, on approche sûrement du fun dans les moments dramatiques, des moments où le système énergétique est tellement presque entre la vie et la mort que ça vient tout surexciter au niveau neuronal et au premier plan. Ça s'appelle la charge d'adrénaline. Voilà. En parlant. Oui, effectivement, le fun. Le fun, c'est quoi, en fait, au bout du compte? Il y a deux types de fun. Il y a le fun qu'on ressent profondément à l'intérieur de soi, qui vient de nous, qui vient de notre propre authenticité et qui vient de nos propres personnalités. Qu'est-ce qui, dans cet environnement, à cet instant précis, fait en sorte que vous vous sentez plus joyeux, plus joueur, plus espiègle, plus taquin, que habituellement vous avez un profil un peu plus professionnel. Vous êtes authentique dans les deux cas. Seulement à cet instant précis, votre environnement vous influence à vous sentir particulièrement bien et joueur. Il peut y avoir des milliards de raisons à ça. On n'est pas là pour savoir ce qui nous rend joyeux et ce qui ne nous rend pas, ce qui nous rend joueur et ce qui ne nous rend pas. Ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de fait d'être humain en soi. C'est de se laisser aussi porter par nos propres influences et par nos propres émotions qui nous emmènent à ressentir nos propres sentiments et donc à nous positionner d'une certaine manière ou d'une autre, quel que soit le contexte. Du coup, la première réponse qu'on peut apporter au fun, c'est ça. C'est que le fun, avant tout, ça doit être un fun authentique. Parce que l'autre fun qu'on peut retrouver, c'est le fun qu'on s'impose, le fun du showman, le fun trafiqué. Celui que vous allez utiliser pour vous mettre en avant, pour essayer de se montrer davantage, pour essayer de gagner en reconnaissance, de gagner en visibilité, de gagner en honneur et en hommage qui pourrait nous être porté tellement que nous sommes bons et forts et puissants et charismatiques. Le problème, c'est que quand on essaie de forcer les choses comme ça, ça devient superficiel et ça se sent. Du coup, ça colle pas. Si vous vous rappelez du cours que j'avais donné sur la compétence, c'est la différence entre être compétent et donc être aligné avec notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-être, et être performant. C'est-à-dire pencher plus du côté du savoir et du savoir-faire en oubliant un petit peu le savoir-être. En oubliant cette part d'humain, cette part d'altruisme qui fait partie du boulot. Et là, on rentre dans la performance à 100% et on cherche juste à briller ou on se laisse emporter par le fait d'avoir été fun de manière très authentique qui nous a emmené à réussir des trucs qu'on n'avait jamais réussi et de se dire « Ah, putain, je suis trop bon !» Et pouf, de se laisser embarquer dans la performance.
C'est un petit peu la limite dont on parlera tout à l'heure sur les freins, justement, du fun. Dans quelle mesure je peux utiliser le fun dans mes séances? La vraie mesure, c'est tant que je reste authentique et responsable dans mon cadre de professionnel. Vous êtes là pour être thérapeute. Vous n'êtes pas là pour être ludique. Si la ludicité doit être mise en place, c'est parce que vous le ressentez intérieurement et que vous avez envie de ça, de manière naturelle, vous êtes pétillant ce jour-là. Et 2, parce qu'elle a un intérêt stratégique. Parce que ça va aussi servir la relation, parce que ça va aussi servir la dynamique de la séance, et parce que ça va améliorer aussi les capacités d'auto-analyse et d'auto-suggestion et d'auto-perception des problématiques qu'aura le sujet pour l'emmener à pouvoir trouver des solutions. Ça va? Donc, dans quelle mesure je peux utiliser du fun dans mes séances et quelle place le fun a dans mes séances? C'est la place que je lui accorde intérieurement déjà, dans le sens où je dois faire confiance à ce que je ressens personnellement. C'est la place en accord de mon sujet, dans le sens où il doit être aussi dans le même état d'esprit, sinon à un moment donné, ça ne va pas coller. Si moi je suis fun et que lui il est ultra sérieux, il va dire c'est qui ce thérapeute? Et je vais venir briser la relation professionnelle que l'on pourrait avoir. Et c'est aussi dans le cadre stratégique de la thérapie, de quelle manière le fun peut être un vecteur performant, un vecteur boostant, dans le cadre de la psychothérapie ou de la thérapie brève qui est en train de connaître mon sujet. Ça va? Ça vous parle? Oui, Nico. Oui, pour moi, c'est vérifier que c'est adapté au sujet. Si une personne arrive pour un deuil et qu'elle est effondrée, je vais essayer d'être le plus soft possible pour évaluer de quoi elle a besoin et je ne vais pas faire le guignol en essayant de détourner l'atmosphère. C'est ça, je ne sais pas comment ça sortira. Désolé. C'est pour quand le barbecue? Non, ça ne colle pas. De suite, tu vas te faire un ennemi, quoi. Non, oui, effectivement. Ouais, ça va vraiment dépendre du patient et dans quel état d'esprit il vient et surtout, quelle est la place du fun que vous allez mettre. Peut-être qu'effectivement, apporter un peu de fun sur quelqu'un qui vient pour un deuil, ça peut être quelque chose, mais il va falloir savoir l'emmener. Certainement l'emmener en parlant d'un barbecue et de savoir quand est-ce que vous allez faire griller le corps. C'est pas forcément une super idée. Le lien entre l'incinération et le barbecue, c'est pas vraiment top. Voilà, c'est complètement grossier, complètement malvenu et ça ne fera que flinguer la thérapie. Par contre, trouver les bons termes qui correspondent au sujet dans le contexte dans lequel il vient pour pouvoir dédramatiser la situation et relancer une dynamique derrière qui va être propre à la thérapie, ça sera tout bénéfique pour vous. D'accord? Et tout le secret réside justement dans l'art de pouvoir doser, de pouvoir mesurer exactement ce dont vous avez besoin. Ça va? Qui sonne, c'est moi, mais là, je ne peux pas répondre. Je suis en visio. Est-ce que ça va? Oui, Assia, tu as levé la main. Ça se passe comment quand tu es face à quelqu'un qui te parle de trauma et qui te fait des blagues dessus? Moi, je fais des Genre la blagues dessus personne. ou lui, il me fait des blagues dessus? Non, c'est la personne. La personne, elle est en train c'est ce qu'elle a fait, mais en mode grand rire, machin et tout. En train de parler de ce traumatisme. Tu gères ça comment? Moi, personnellement, ça change absolument rien que s'il m'en parlait en étant mort de rire. En étant mort de larmes, enfin plein de larmes. C'est une communication émotionnelle qui, en soi, n'a aucune importance pour moi parce qu'elle est complètement subjective à la personne. C'est lui qui construit sa manière de me communiquer ses émotions. Ce que je vais aller chercher, c'est la micro-expression. Donc, au bout du compte, qu'il ait un comportement ou un autre au départ, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Ce qui compte, c'est quel comportement il a en fonction de quelle micro-expression. S'il me parle de ce trauma en ayant une micro-expression de joie et derrière en me communiquant de la joie, je vais me dire, oula, c'est pas un trauma en fait, il s'est régalé de cette situation. D'accord? Si par contre j'ai une micro-expression de peur et qu'il se régale à raconter ça, genre c'est l'histoire de sa vie, j'ai eu le cas sur un militaire que j'avais pris en charge qui était atteint de stress post-traumatique 72 heures après un événement de guerre qu'il a connu. Le type est en train de s'esclaffer sur le premier étage du centre d'hospitalisation dans lequel on l'avait accueilli avant de le renvoyer en France. Il racontait à tout le monde la guerre qu'il avait vécue, comment il avait levé son arme, comment il avait tué un barbu et comment ça avait été violent et comment c'était génial et que bref. Donc il s'en esclaffait et il s'en vantait presque de cette situation dans une énergie folle
qui était voué en fait à camoufler tout ce qu'il ressentait dans ses micro-expressions. Par contre, les micro-expressions qu'il avait quand il commençait à parler ou quand tu le stimulais sur ce sujet, c'était des micro-expressions de peur, des micro-expressions de tristesse, qui étaient d'effroi, enfin des micro-expressions de peur qui généraient de l'effroi en sentiment derrière, qui étaient extrêmement fortes. Et du coup, on sentait en fait que la totalité de ce qu'il nous communiquait n'était que le refoulement ou que la transformation fantasmatique des réelles émotions qu'il va vivre pour que ce soit plus vivable pour lui et qu'il puisse avoir un moyen de les exuter, de les faire sortir, d'en avoir un exutoire. Ça va? Du coup, comment je m'y suis pris? Bah, c'est simple. J'étais là, assis sur. Je crois que je te l'avais raconté en plus, ça déjà. J'étais assis sur la rambarde de l'escalier de sortie extérieure du bâtiment de Split. Il était devant, il venait de faire son sketch à 15 personnes juste avant. Là, on était que tous les deux. Je fumais ma clope et il commençait à faire son speech. Ah, tu sais pas quoi, moi, j'ai vécu ça en Centrafrique, il s'est passé ça, 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 ça. Et moi, je réagissais pas, je fumais ma clope. Puis à un moment donné, j'écrase ma clope, je lui tourne le dos. Il me fait, mais ça t'intéresse pas ce que je te dis? J'ai simplement dit, écoute, quand tu auras fini de raconter tes conneries et que tu voudras vraiment te concentrer sur ce que tu ressens de ce que tu as vécu, là, on pourra parler. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Et bon. Le type s'est arrêté net, ça l'a brusqué, il a fondu en larmes, et là, il s'est livré. Et là, on a pu bosser. Ça va? Voilà. C'est comme ça que je m'y serais pris. Là, il n'y avait pas du tout de fun dans ce que j'ai apporté. Au contraire, je m'ai brisé le fun qu'apportait le sujet dans la dédramatisation qui s'apportait lui-même de son problème, mais qui devenait délétère à sa possible résilience derrière, parce qu'en fait, c'était une aliénation des sentiments profonds et des émotions profondes qu'il pouvait ressentir au profit d'une quelconque sécurité qui n'en était pas une. Ça va? Nico, tu as levé la main. Oui, c'était pour réagir à la question. Alors moi, c'est pas dans le cas d'une personne qui vient de trauma, mais il y a un concept en analyse réactionnelle qui s'appelle le rire du pendu. Et c'est identifier quand une personne parle d'une problématique et sourit et fait des blagues. Et du coup, c'est important en tant qu'accompagnant de ne pas rentrer dans ce jeu de blagues et de dire bah, mais qu'est-ce qui se passe? Vous me parlez d'un truc terrible et vous rigolez. Moi, ça, quoi. Voilà. C'est souvent c'est une protection de la personne de fonctionner comme ça. C'est souvent une dévalorisation ou c'est un truc. Et c'est en tant qu'accompagnant de ne pas rentrer dedans et plutôt lui ramener doucement le paradoxe pour voir comment gérer ça. Oui, très juste. Et en même temps, je mets un petit bémol. Attention à bien toujours vous référer au cadre, au contexte et aux croyances de votre sujet. Parce que nous, clairement, on va parler de manière très grasse et très rigolote de tout ce qu'on aurait pu vivre en opération extérieure, en dédramatisant des faits qui sont absolument ignobles. Sauf qu'en fait, nous, dans notre carte du monde, entre guillemets, je ne supporte pas le terme carte du monde, mais bon, moi, ça parle à tout le monde, ben, c'est devenu normalisé, parce que ça fait partie de notre quotidien. Donc, c'est comme si vous demandiez à un chirurgien qui commence à faire des blagues salaces sur les viscères en vous disant ah tiens un morceau de saucisse, ça me donne faim. Vous pourrez dire attends en gros tu es en train de couper un mec en deux, là il est en train de crever, d'où tu fais une blague sur ses intestins. Bah oui mais le type c'est sa vie de tous les jours, c'est son quotidien en fait, donc c'est normal qu'il arrive à faire un lien avec les saucisses. C'est pas pour autant qu'il va aller camoufler forcément un élément traumatique sur les viscères à travers le fait d'y voir des saucisses. D'accord? Donc, il ne faut pas faire une généralisation de ces choses-là, il faut juste savoir aller chercher au bon endroit. Effectivement, quand l'utilisation de l'humour chez notre sujet est une méthode de défense et une aliénation des véritables émotions qu'il peut ressentir par rapport à la situation, et comment trouver une stratégie pour l'emmener à y faire face, si c'est nécessaire. Ça va? Chouette. Du coup, le fun, on a bien compris qu'il fallait l'emmener, si c'est nous qui l'emmenons et pas le sujet, de manière spontanée. Parce que si forcément on essaie de faire le show, c'est qu'il y a un problème déjà de notre positionnement en tant que thérapeute. À un moment donné, on n'est pas complètement authentique et que on le fait plus pour nous et pour l'image que l'on va véhiculer chez l'autre. Pour autant, si on l'utilise de manière authentique, quel intérêt ça va apporter à la thérapie? Quels intérêts?
Pour moi, je vais répondre en termes de médecine traditionnelle chinoise, c'est que le rire ouvre l'énergie du cœur. Ok. Les autres? Ça peut être un vecteur de lien social. Très bien. Ça peut être un vecteur relationnel. Parfait. Quoi d'autre? Ça invite à une flexibilité de relation, plutôt que de rentrer, se fait rentrer dans un fonctionnement de mon Dieu, c'est terrible ce qui vous arrive. Ça permet de proposer autre chose, d'évaluer. Très bien. Ça peut être un rupteur contextuel. C'est-à-dire qu'on vient rompre le contexte qui se présente à nous actuellement. Donc, le type qui arrive en larmes, etc. Comment pouvoir rompre un peu la situation pour redynamiser d'une autre manière? Très bien. Quoi d'autre encore? Ça peut permettre de faire des recadrages, mais sans briser le lien. Très bien. Ça peut être un vecteur de suggestion. Pouvoir apporter des éléments sans forcément briser le lien ou pouvoir mettre face à des éléments contradictoires que nous a apporté le sujet en disant attends, tu me dis ça, à un moment donné, c'est un peu de fouillis, non? Et puis pouvoir le mettre face à ça pour avoir une meilleure explication. Très bien. Quoi d'autre encore? Ça peut être un vecteur d'engagement. Bah oui, par la ludicité qu'apporte le rire et le fun, et donc par la spontanéité qu'il apporte, on vient rompre tout le côté sérieux que peut provoquer la séance, et donc tout le stress qui est rattaché à ce sérieux-là, et donc faire tomber des barrières, faire tomber des résistances. Et là, ça devient intéressant. Ça va? En termes On fait de évoluer ludicité, on va lui apporter des choses qui sont plus légères, qui vont lui permettre de jouer. Vous allez améliorer votre relation. Et en même temps que vous allez améliorer votre relation, lui, il va plus se focaliser sur le côté ludique et joyeux et dynamique de ce que vous lui apportez, sans plus faire attention à anticiper et à réfléchir la totalité des choses qu'il apporte, de sa problématique. Et du coup, vous allez pouvoir plus justement tomber sur des émotions qui seront authentiques et non plus anticipées. Ça va? Très bien, donc ça, c'est tous les éléments boostants que peut apporter le fun dans une séance. Mais les éléments freinants, alors? Ça peut créer un gros contraste avec ce que vit la personne et aux attentes qu'elle a de notre posture. Très bien, ça peut être une rupture par rapport aux attentes du positionnement que vous devriez avoir en tant que thérapeute pour le sujet. Donc du coup, ça peut venir mettre à mal la relation ou mettre à mal au moins en partie votre relation dans le sens où ça va toucher à votre crédibilité. Donc encore faut-il pouvoir vraiment l'ajuster en fonction des croyances de votre sujet. Ça va? Quoi d'autre? Ça peut, avec certains sujets, déconstruire le rapport un peu d'autorité du thérapeute. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va toucher à l'autorité, effectivement, et à la crédibilité du thérapeute. Quoi encore? Ah, attends, si, parce que c'est tout directement. De quelle manière? Alors, tout à l'heure, j'ai abordé le fait que ça puisse toucher la crédibilité du thérapeute dans le cadre des croyances du sujet. Ça va? Croyances Oui, mais le thérapeute. Mais dans l'autre sens, ce serait quoi? pour moi aussi, j'ai rencontré souvent le fait que ça place la relation peut-être de manière trop amicale, et là, il y a une confusion. Très bien, il va manquer de cadre thérapeutique. Vous Voilà. créez des confusions et du coup, vous donnez plus l'ami que le thérapeute. Autre chose, on l'a dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas authentique là-dessus et que vous rentrez dans un persona du thérapeute, ludique et super fun, vous vous mettez en image, c'est-à-dire que vous vous montrez. Et en vous montrant, vous n'êtes plus dans la thérapie, vous êtes dans la représentation, dans le show. Et là, du coup, pareil, ça peut complètement décompenser votre sujet, parce que lui, il vient avec un truc important à traiter, à aborder, et puis en fait, vous commencez à lui faire « Attends, alors je vais t'expliquer, on va se mettre debout, et puis tu vas mettre tes doigts devant comme ça, et on va faire un truc qui s'appelle les doigts collés. Hein. Tu vas te mettre comme ça, et puis là, tu vas voir qu'au niveau de tes doigts, on va y mettre de la colle, plein de colle, et ça verse, et je vais mettre une corde, et puis ça va rapprocher les doigts très fort, de plus en plus fort, très fort. »
Le type, il va vous dire ouais, c'est fun, c'est dynamique ton truc, mais c'est du spectacle en fait. Je l'ai vu 15 fois dans les spectacles de rue, à la télé, au machin. Quel intérêt de me poser ça comme ça alors que moi je viens de te parler du deuil de ma grand-mère? Vous voyez la logique? Là, on utilise du ludique, c'est très bien d'utiliser du ludique. Sauf qu'on l'utilise dans un contexte et face à une personne, bah, où concrètement, c'est absolument malvenu. Mais absolument. Donc si vous le faites, c'est pas pour le patient, parce qu'il ne faut pas être un génie pour pouvoir comprendre que c'est pas le moment de commencer à faire les doigts collés. C'est juste qu'à un moment donné, vous n'êtes pas tourné sur le patient, vous êtes tourné juste sur vous-même. Et sur les habitudes que vous avez, sur les choses sur lesquelles vous êtes à l'aise pour participer, et sur les trucs qui en plus vous paraissent fun et dynamiques. Donc ça tombe bien parce que votre jeune, il est jeune, il a 25 ans, 26 ans. Donc ça sera super, ça va coller forcément. Oui, mais non. Vous faites coller à vous, en fait, c'est vous qui êtes en chaud là. Ça va? Mais certains praticiens qui étaient venus me voir sur une initiation que j'avais fait sur la cover et sur les ruptures de pattern. Et à Paris, j'ai un praticien qui était venu me voir en disant ouais, je comprends pas, on est à la mi-journée, on a vu qu'une rupture de pattern. Et j'ai fait non, tu as vu une rupture de pattern en démonstration. Je suis en train de vous expliquer à quoi servent les ruptures de pattern, comment on les monte et quels sont les fondamentaux d'une rupture de pattern pour que tu puisses créer les tiennes derrière. Ah oui, mais moi, c'est pas ce que je voulais. Moi, je veux en apprendre 15 et comme ça, après, je peux faire plein de ruptures de pattern dans mon cabinet par cœur. Et puis, comme ça, les clients, ils ont un effet waouh et ils reviennent me voir. Ben, concrètement, ça, c'est typique du praticien qui s'affiche en tant que showman. Et vous ne faites pas de la thérapie, là. Il faut bien comprendre quel est votre positionnement. Si vous avez un positionnement qui est très narcissique de l'utilisation de l'hypnose, allez faire du spectacle. Ça sera très bien pour vous. Parce que vous serez dans la performance. C'est parfait. Si vous êtes dans la thérapie, c'est parce que vous avez un savoir-être altruiste. Donc, vous savez vous mettre de côté et surtout, vous savez exactement ce que vous faites. Donc, vous savez utiliser le ludique quand il est nécessaire. Et pas à tous les coups pour impressionner tout le monde. Ça va? Oui, Nico. Ouais, c'est un truc que je parlais hier soir, c'est un concept analyse fonctionnelle. Et donc, est-ce que je reste dans l'intimité quand je suis en ludique? Et c'est que dans l'intimité où la personne va pouvoir parler vraiment de ce qu'elle a et puis évoluer? Ou est-ce que je reviens dans une autre étape de structuration du temps dans laquelle je suis plus en représentation, je suis beaucoup moins impliqué. Et du coup, c'est un signal que j'envoie à l'autre en lui disant non, là, tu peux pas aborder un truc trop intime avec moi. Moi, je suis là, je suis pas prêt à entendre ce que tu as à me dire, quoi. On va faire un peu du show, on va un peu dévier le truc, mais on peut pas être dans l'intimité tous les deux là. Sauf que c'est votre boulot là, de rentrer dans l'intimité. Du coup, il va falloir doser correctement pour pouvoir quand même permettre ça en trouvant les justes milieux. Ça va? Ou s'il y a des questions là-dessus? Quelles pourraient être les limites éthiques au fun pour vous? Choquer l'autre. C'est voilà, quand Ouais, choquer l'autre ou quoi d'autre? Vous en voyez pas? quand c'est une forme quand c'est utilisé pour dériver vers un truc sexuel ou dériver vers un truc Pour n'importe quel type de perversion, par exemple. Quelle qu'elle soit, hein, pas forcément sexuelle, mais pour n'importe quel type de perversion. Quand même vous vous délectez en fait du fait de faire rire une personne à foison pendant 45 secondes, 1 minute 30 sans arrêt. Elle est là à rire, à s'en plier en deux de douleur aux abdominaux parce que vous la forcez à rire, parce que c'est la suggestion que vous avez passée. Moi, j'y vois de la perversion. Ça en devient même plus rigolo, c'est même plus une initiation à l'impact de la suggestion sur ta propre personne. C'est vraiment faire subir à quelqu'un un état de rire qu'il ne maîtrise pas et qui a un impact physique sur lui. 1 minute à s'estaffer de rire, à plus pouvoir s'arrêter. Et à ce que le type il est là derrière à te dire et tu ris 10 fois plus fort maintenant, et puis 10 fois plus fort maintenant. Et 2 minutes que tu t'esclaves dans tous les sens, t'es tout rouge, t'as les larmes qui coulent, t'es plié en deux tellement t'as mal aux abdos, ça fait rire tout le monde. Concrètement, la limite éthique, elle y est. Première chose qu'on dit en médecine, c'est premièrement ne pas nuire,
ben là, tu es en plein dedans, quoi. D'accord? Et ben, c'est la même chose pour tout le reste. C'est-à-dire de quelle manière je vais utiliser ce que je fais, que ce soit d'ailleurs le fun ou tout le reste. De quelle manière j'utilise ce que je fais pour que ça corresponde à mon cadre professionnel et à mon cadre d'utilisation, sans dépasser en premier lieu les limites du narcissisme, donc de ce que j'en tire moi dans la construction de mon ego, et secondairement, et quand on veut aller plus loin, c'est-à-dire quand on dépasse cette étape, les limites de la perversion. C'est-à-dire à quel point je vais moi-même me délecter et tirer de la joie et du bonheur de la situation dans laquelle je mets mon sujet, peu importe l'état dans lequel je l'ai mis, et peu importe ce qu'il en subit. Ça va? En thérapie, on le retrouve moins, parce qu'on a moins l'occasion de travailler comme ça, et de toute façon, les écoles ne nous prêtent pas d'outils qui puissent nous permettre de faire ça. Par contre, aujourd'hui, on voit la recrudescence monstrueuse des formations de street hypnose qui nous emmènent à intégrer la street hypnose ou l'hypnose rapide dans nos séances. Bah, du coup, il faut se poser la question. Parce que l'utilisation d'outils, de techniques de street hypnose en thérapie ne s'utiliseront pas de la même manière qu'en street hypnose. Parce que l'objectif même de la street hypnose, bah, c'est de se mettre un petit peu en valeur et d'en tirer de la reconnaissance, de montrer aux gens ce qu'on sait faire. Donc, c'est purement égotique et purement narcissique en soi. Hormis pour certains thérapeutes qui ont reconstruit la street hypnose dans le sens où ils vont l'utiliser pour faire réaliser certaines choses à des personnes selon des scénarios spécifiques qu'ils construisent par rapport à des valeurs, à des croyances des sujets. Tel qu'on avait fait à SIA, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas si tu étais là, tel qu'on avait fait à la CLUSA sur la jeune la jeune top modèle qui s'était basée sur le racisme. Voilà, là, on est sur une démonstration ludique, expérientielle et très fun d'un élément qui porte sur un sujet grave sur lequel est vraiment impliqué le sujet et où il va pouvoir avoir une expérience qui lui fait grandir une réflexion sur ce sujet-là, sur cette thématique sur laquelle il a déjà un avis. Donc là, concrètement, on fait quelque chose qui est construit pour le sujet, par le sujet, mais dirigé par l'opérateur. Et on est sur quelque chose de fun. En termes éthiques, on a certes quelque chose qui peut paraître super violent, super marquant, super fort d'extérieur, mais d'intérieur, on a respecté les termes éthiques d'être dans des thématiques qui permettent une réflexion et donc une modification de la perception chez notre sujet ou un renforcement de sa perception, où on ne touche pas aux limites de la perversion parce que vous n'y prenez pas spécialement de plaisir vous-même, et où en plus, vous jouez aussi sur votre projet de performance parce que vous avez quand même réussi une performance. Ça va? Donc là, on serait presque dans un terme égotique, mais qui rend service. Donc on a encore cette part altruiste dans le spectacle. Pour autant, c'est absolument pas ce qu'on retrouve partout en street. D'accord? Souvent, le seul truc qu'on retrouve, c'est ah bah tiens, vas-y, dors. Si tu tombes par terre. Et maintenant, on compte de 5, tu vas te relever et puis tu penseras que ton voisin, c'est Patrick Bruel. Ah, Patrick! Voilà, et ça nous fait mourir de rire. Ça apporte rien aux patients, ça. Hein. Ça apporte absolument rien à votre sujet, hein, de voir Patrick Bruel. Ça marche? Donc, toujours penser à ça. Quel est l'intérêt dans ce que je fais que va en tirer mon patient ou mon sujet? C'est bon? Ça pique? Un peu? C'est souvent pas suffisamment abordé, ce genre de sujet. Bah non, c'est pas abordé. Parce que t'imagines, tu dirais ça en formation. C'est pas vendeur, c'est pas vendeur ce que tu fais. Pas vendeur du tout. Bah non, c'est pas vendeur, bien sûr que non. Je suis pas là pour être vendeur, je suis là pour éclairer les consciences un peu. Pour pouvoir poser des réflexions et pouvoir se dire, oh les gars, c'est un boulot important quand même. On s'occupe d'humains. On a un peu des responsabilités quand même. Il n'y a pas que nous sur Terre. Ça va? Tout à l'heure, j'ai parlé de manière un peu hermétique quand je disais ouvrir l'espace du cœur et je crois que je dois un peu approfondir. C'est-à-dire qu'en termes de thérapie, ouvrir l'espace du cœur, c'est un peu, je vais dire, le jackpot ou ticket gagnant. C'est-à-dire, c'est pas seulement ouvrir l'espace du cœur d'un point de vue émotionnel. Il y a une interrelation avec les reins. C'est-à-dire que justement, quand une personne a la peur, elle peut justement arriver dans des fous rires parce qu'il y a une communication importante, organique entre l'énergie des reins et l'énergie du cœur. Alors normalement, l'énergie du cœur, quand elle est bien placée, l'expression du cœur, quand elle est bien placée, c'est justement le rire et surtout la joie. Mais par exemple, il y a l'expression du rire et de la joie qui sont une perversion en médecine chinoise, c'est-à-dire les reins viennent d'avoir une atteinte, et ça, je pense que tu connais bien ça justement sur les zones de combat, il y a eu tellement, on était aux frontières de la mort ou avec des traumas tellement forts
que du coup, on va assister à un rire, mais qui est dû à un déséquilibre des reins, pas justement à une vraie ouverture de cœur. Voilà, ce qu'on appelle le rire hystérique. Voilà, Voilà, on se base sur les principes taoïstes des interactions entre les surrénales, les rénales et le cœur. Toutes les influences qu'il peut y avoir, on les retrouve aussi dans les notions de plaisir, Oui. construction du plaisir, notamment dans la sexothérapie, à la mode médecine chinoise, on retrouve cette interaction entre cœur et rein, qui est très très présente. Effectivement. Si on devait l'expliquer en termes plus occidentaux, ça serait simplement les interéchanges physiologiques qui peuvent se passer sur les sécrétions qui sont effectuées par les surrénales et par tout le système endocrinien en général, qui va générer certaines structures de stress, qui vont être traduites par certaines structures de stress communicationnel qui peuvent générer plein de réactions automatiques, et notamment le rire hystérique ou la fuite panique, par exemple, qui seront des signes précurseurs d'une atteinte traumatique. Effectivement. Il y a une guêpe qui m'embête. Attends. Ouais, c'est bon. Est-ce que ça va? Ouais? Chouette. Il nous reste un petit quart d'heure pour les questions. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu? Alors justement, moi, le cas où tu parlais du type là qui se vantait un peu à la sortie de l'hôpital et où vous fumiez tous les deux, moi j'ai, alors là, bon, c'était pas quelqu'un qui était de formation militaire, mais quelqu'un qui est assez charismatique et qui venait. Alors, il est venu en thérapie, mais justement, il banalisait tout. Et c'était très difficile d'arriver à une approche parce que par l'humour, par le fun, et ben, il avait plein de mécanismes, mais ça s'enchaînait les uns derrière les autres, des mécanismes d'opposition au travail thérapeutique, un peu comme s'il se plaçait lui-même dans une position de thérapeute et où il maintenait de manière très forte une position de pouvoir à travers le fun. Il tournait beaucoup de choses en dérision, lui-même également. Enfin, mais c'était tout était léger, quoi. Et en fait, à la fin, tu te dis bon. Je suis thérapeute quand là dans le truc, qu'est-ce qu'il vient chercher? Enfin, et là, il y a des mécanismes de prise de pouvoir avec le fun chez le patient. Et c'est très difficile d'arriver à couper ces mécanismes-là. Justement, parce que tu disais que toi, tu l'avais confronté en disant tu lui tournes le dos et puis tu pars. Sauf que dans le cadre de la thérapie, je tourne le dos, je sors de mon cabinet. Bon, ben, je te laisse tout ça. Si, ça m'est arrivé aussi, partir du cabinet, aller chercher un café et laisser parler. Ouais. Ou de simplement sortir à un moment où il est essoufflé, où il a fini de parler, où il se tait pendant environ 15 secondes, de lui sortir un « C'est bon, t'as fini ?» Et c'est bon, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Quand t'as dit ça, il s'est passé quoi? Et là, en général, ça pique, parce que quand je lui dis le ça, bah, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai bien ciblé qu'il s'était passé quelque chose quand il l'a dit. Et en général, bah, là, ça change tout. Donc ouais, la confrontation, elle peut être importante. Après, ça dépend, il n'y a pas que la stratégie de confrontation, il peut y avoir plein de stratégies différentes. Ce qui compte, c'est de ne pas rentrer dans le jeu de la compassion. C'est très souvent ce qu'attend ce type de personne. Et au bout du compte, ça va vous enfermer dans des schémas sur lesquels il a absolument tout anticipé, qu'il a déjà vécu 15 fois avec 15 thérapeutes différents qui n'ont pas aidé. Et ça va vous faire rentrer dans un triangle de Karpman qui ne vous aidera absolument pas dans la thérapie. Donc, quelquefois, justement, coupez court avec d'autres stratégies que celle de la compassion et celle qui nous viendrait naturellement parce qu'on est éduqué comme ça, et ben, c'est pas plus mal. Parce que c'est vous le pro, c'est pas lui. Donc, c'est à vous de pouvoir anticiper ces schémas et de pouvoir justement les prendre à revers pour voir ce qui se passe. Et encore une fois, c'est pas parce que vous êtes plus malin, c'est juste parce que vous avez envie de voir ce qui se passe si on se comporte différemment que d'habitude. Ça va? Oui, Nico. Bon, déjà, j'adore Steven Karpman. Et après, qu'est-ce que tu penses des formations comme propose l'Arche sur HypnoClown? Je n'ai aucune connaissance réelle de ce qui se passe à l'Arche avec les formations HypnoClown. Je sais juste qu'il y a d'autres personnes qui donnent des formations HypnoClown et qu'elles sont aussi très bien. Donc en soi, j'ai rien contre les formations HypnoClown. Il faut juste voir comment c'est mené et par qui c'est mené et voir ce que ça apporte réellement. C'est tout. Il ne faudrait pas que ce soit juste une méthode de plus
pour apporter de l'influence sur un thème burlesque qui n'aurait pas forcément d'intérêt thérapeutique. Est-ce que c'est sur un thème initiatique où on va vraiment pouvoir développer la connaissance de soi à travers l'expression du clown et la personnification du clown? C'est ce que j'ai vu comme montage et qui s'était fait à Toulouse. Donc ça, j'avais trouvé ça très très bien parce qu'on n'est pas sur un cadre thérapeutique, on est sur un cadre de développement initiatique et de découverte du soi. Je trouvais ça génial. Si c'est dans le cadre de je suis un professionnel de l'hypnose thérapeutique et on m'apprend à générer le clown chez mon patient, je suis moins fan. Parce que je pense que c'est se rajouter des couches et des couches et des couches de choses qui ne sont pas forcément utiles et où on peut être beaucoup plus précis, beaucoup plus rapidement en restant beaucoup plus neutre. Voilà. Mais ça reste mon avis. Hein. Donc si je vous devais dire un truc, c'est vous avez envie de faire une formation avec nos clowns, renseignez-vous juste sur l'intérêt que vous allez en tirer, sur la véritable objectif qu'a cette formation, et bah, si ça vous correspond, simplement. Asia, tout va bien? J'ai posé un rendez-vous demain, mes rendez-vous passion avec toi. Quoi, avec moi? Ouais, à 14h. Désolée, ça n'a pas de rapport avec la visio, mais Pas de souci, ça marche. En visio, du coup? si c'est OK pour toi, Oui, c'est OK, il n'y a pas de souci. ça marche. OK. Sur ce, tout va bien? Ouais. Bon, bah, j'ai été ravi de ce moment avec vous, c'était cool. On a parlé de plein de choses intéressantes. J'espère que ce sera tout aussi enrichissant pour les gens qui regarderont le replay. Et puis, ben, moi, je vous dis à ce soir pour ceux que je vois ce soir. Et puis, au mois prochain pour les autres. Ah non, au mois prochain, on est en vacances, pardon. On se revoit en août, normalement. Donc, je vous dis en août. OK, Merci. Des bisous. salut, Merci beaucoup à tous. bisous. Allez, Merci. salut. Merci à tous.